J'aime aussi comprendre un petit peu l'histoire et l'origine de l'encombrement, au point qu'elle était souvent, saisie sur son salaire. Secours! Tout est sorti, c'est la catastrophe chez Florence Bervas, alias Floranger, home et office organizer depuis, plus de 3 ans maintenant. Qu'est-ce qu'une home et office organizer? Alors, une home et office organizer, c'est une professionnelle qui accompagne les personnes à remettre de la clarté dans leur espace de vie et de travail, mais aussi dans leur tête. En gros, mon rôle consiste à trier, désencombrer, organiser, ranger, parfois aussi repenser les espaces de vie et de travail, voilà, pour gagner en clarté, en sérénité également. Je range pas à la place d'eux, mais vraiment j'accompagne mes clients à se libérer du superflu et aussi remettre une nouvelle énergie, dans leur espace de vie. OK, et c'est quel genre de clients que tu peux avoir du coup? Alors j'ai autant des particuliers que des professionnels. Voilà, ça se répartit, quand même assez facilement, entre les 2, en fonction des besoins, et puis aussi souvent des périodes de vie, qu'ils traversent. Donc ça peut être des accompagnements après un deuil, après un burn-out, un divorce, et puis aussi pour les professionnels, ça peut être à un moment où ils veulent se réorganiser, ils sont un peu submergés et ils veulent retrouver un peu de clarté pour avoir une meilleure productivité par exemple, voilà, dans leur espace de travail. Alors ce métier est né dans les années 80 aux États-Unis, à l'ère un petit peu de la surconsommation et de la course un peu à la productivité. Il a été mis en lumière un petit peu après avec les médias, notamment avec Marie Kondo et la publication de son livre si connu, et aussi par des émissions télévision comme The Home Edit aux États-Unis. Et il est arrivé en France plutôt dans les années 2010, avec l'essor un petit peu du bien-être à la maison, toute cette nouvelle tendance, entre guillemets, d'être mieux chez soi avec moins aussi. OK, très bien, et comment tu as découvert ce métier? Parce que c'est pas un métier qui est commun, on va dire. Est-ce que tu es une fan du rangement à la base ou bien comment ça t'est arrivé? Alors, à la base, j'ai découvert ce métier par une amie à moi qui s'appelle la Fée du Tri, qui a monté sa société il y a une dizaine d'années et qui faisait du home organizing. Donc, je la suivais un petit peu de loin. Et puis elle a changé un petit peu, elle a fait évoluer son entreprise et maintenant elle fait de la formation de professionnels de l'organisation. Donc elle m'a, tannée, pour faire sa formation, après le covid. Et ça a été pour moi un déclic, au moment où j'ai fait la formation. Quand on parcourait les modules, en fait tout me parlait, tout résonnait vraiment, avec ma manière d'être, au quotidien. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être, vraiment un métier, qui me correspondait en tout point. Tu as, longtemps, travaillé dans un autre domaine. Aujourd'hui, tu fais la transition entre les 2, le parallèle entre tes 2 activités. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Oui, alors en effet, j'ai eu, et j'ai encore pour le moment 2 casquettes. Donc j'ai travaillé depuis plus de 20 ans en tant que gestionnaire immobilier et j'ai décidé pour, aussi sécuriser, mon activité, démarrer, en parallèle l'activité de home organizing. Donc au début, j'étais un peu sur les deux plans, la semaine et le week-end. Hem Et mon idée, c'était, de tester un petit peu, de voir comment ça se passait sur le terrain, de voir ce que ça donnait et de voir comment les gens réagissaient aussi à cette activité. Donc au bout d'un moment, je me suis rendu compte que l'équilibre s'inversait un petit peu, que j'avais, beaucoup de demandes, beaucoup de recommandations aussi dans mon activité de professionnelle de l'organisation et que ça allait aussi être compliqué de gérer, les deux activités. Et on va dire qu'en se retrouvant aussi dans une activité, dans laquelle on se sent bien, on se sent porté, on commence aussi à se sentir beaucoup plus à l'aise, dans une des 2.
et c'est là que je me suis dit qu'il fallait quand même, voilà, prendre son activité de cœur, et puis, celle où j'étais, le plus efficace, où mon expertise était la meilleure. Donc voilà, cette transition s'est fait plutôt, tranquillement, petit à petit, et là, je sens que voilà, tout s'aligne et que c'est le moment, de passer à 100 sur cette activité. OK et est-ce que c'est ta première expérience dans l'entrepreneuriat ou est-ce que tu en avais déjà eu auparavant? Alors, c'est ma première expérience, donc c'est pas un grand saut dans le vide parce que j'ai pu justement profiter de cette double activité pour apprendre petit à petit, tirer des leçons, toujours, voilà, des missions, et et ça m'a sécurisé un petit peu dans cette volonté aussi d'être entrepreneur, de vivre, entre guillemets, d'un métier passion aussi. Voilà, ça s'est fait un petit peu comme le tri, pas tout d'un coup, mais petit à petit, et pour revenir aussi à l'essentiel et à ce qui faisait, heu, à ce qui me motivait en fait au quotidien. Alors, ce moment orange est arrivé quand Élodie, la fée du tri, m'a proposé d'être ambassadrice dans son réseau de professionnels de l'organisation. Je me suis dit: «Si elle a autant confiance en moi, ça va être le moment de me lancer». Vraiment, et c'est un petit peu comme une validation d'une personne extérieure, et c'est aussi un challenge que je voulais relever. Je me suis dit: «Si elle croit autant en moi, c'est le moment». Donc là, j'ai tout activé, j'ai trouvé un nom de société, je me suis dit: «Ça y est, il faut que tu envoies, du lourd, il faut que tu montres que voilà, tu en es capable, c'est le moment». Donc j'ai testé, j'ai fait des missions, j'ai eu des retours clients, les demandes sont revenues, les missions n'ont cessé d'augmenter, mon agenda aussi, et voilà, je me suis dit, «Tout s'aligne, voilà, tu as fait le bon choix», et c'est vraiment cette petite phrase au fond de nous qui nous dit, «Vas-y, essaie, c'est le moment, quoi». Alors en fait, j'ai jamais appris à aimer l'ordre, j'ai toujours été comme ça. Ça a pas été une contrainte familiale, on m'a jamais imposé, avec des règles strictes de ranger ma chambre. C'était un petit peu «inné» entre guillemets. J'ai une petite anecdote, en fait, quand j'étais plus jeune et que je rangeais ma chambre, je mettais vraiment, tout par catégorie, il y avait un petit côté esthétique. J'aimais bien, faire des mises en scène et cetera, et souvent, en fait, après, je prenais en photo ma chambre, parce que je trouvais que c'était joli, bien ordonné, et en fait, ça donnait vraiment, pour moi, ça remettait vraiment de la clarté, ça permettait de me poser, et de repartir sur de bonnes bases, et c'est vrai que j'ai toujours, pris le rangement comme un outil, pour mieux travailler, laisser place à la créativité. J'aimais beaucoup danser et cetera, et ça me redonnait vraiment un nouvel élan, comme un reset, pour me poser pour me poser, pour étudier, et pour, commencer ma journée, en fait, dans de bonnes conditions. Donc en fait, le rangement a été pour moi, un pilier dans ma vie, un petit peu comme un appui, invisible mais solide, qui me permettait, voilà, d'étudier sans stress, de réfléchir, de rêver aussi, d'avoir des projets, de laisser place à plein de moments, importants dans ma vie, et voilà, ça me permettait vraiment de recharger les batteries et d'avoir un lieu, serein. Hem Et j'ai compris avec le temps que c'était pas juste une question d'esthétisme ou de contrôle, c'était aussi, vraiment, prendre soin de soi, en fait, et d'avoir, voilà, une base solide pour l'essentiel dans la vie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi au lancement de ton activité? Alors, au début de mon activité, j'avais cette énergie, cette fougue, et en fait, on a envie de répondre à toutes les demandes. On s'implique humainement, et parfois, dans mes missions, ça dépassait un petit peu sur le cadre de ma vie familiale, je prenais du temps. J'avais aussi parfois un peu de mal à évaluer le temps des missions. Donc ça, c'est ce que j'ai appris aussi au fil de l'eau, et du coup, je dépassais fortement sur le temps que je m'étais, imparti, et bon, ça avait tendance aussi à créer des problèmes dans mon organisation quotidienne.
Donc j'ai appris, avec le temps à poser un cadre, ça enlève en rien, la qualité de l'accompagnement. C'est important, pour, aussi garder son équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Et puis j'ai aussi, appris que certaines personnes n'étaient pas forcément prêtes aussi à être accompagnées. Donc ça, c'est aussi, quelque chose au début où on a envie d'aider tout le monde, on a cette énergie, et on est vraiment porté par, voilà la gratitude que ça donne, en fin de mission et voilà, il faut aussi apprendre à dire aux gens, à leur faire comprendre que plus tard, c'est aussi bien, qu'ils sont pas forcément prêts tout de suite et ça aussi, c'est notre expertise, de professionnels. C'est vraiment les accompagner dans la bienveillance et leur, rester disponible quand ils sont enfin prêts pour faire ce travail-là. OK. Et tu parlais de temps de mission. Hem, à partir du moment où une personne te contacte, parce qu'elle a besoin de tes services, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Comment toi t'organises un petit peu Mmh. le schéma avec le client? Alors, il y a toujours une prise de contact, téléphonique pour connaître un petit peu, le besoin. Voilà, je suis dans l'écoute pour, savoir aussi, pourquoi ils se sont laissés déborder, qu'est-ce qui fonctionne pas actuellement et j'aime, moi, rencontrer les personnes, donc je fais souvent une visite diagnostic à domicile pour faire un petit état des lieux. Pas avoir non plus trop de surprises parce qu'on peut jamais vraiment savoir, tant qu'on n'est pas dans la mission. Il y a toujours des placards cachés ou une pièce Mmh. cachée, et donc voilà, voir, sur place, ça m'aide à estimer le temps de mission. En général, pour bien travailler, on a besoin de 4 à 5 heures pour avoir vraiment un effet avant-après et avoir le temps, de faire un bon tri en amont. De pas travailler dans la précipitation, c'est pas le but, mais bon, en général, on travaille par demi-journée parce que les missions sont aussi assez physiques, à la fois émotionnellement et donc physiquement, la fin de la journée, on sent quand même que c'est parfois un peu intense et on s'adapte aussi, bah, voilà, à la cliente, si elle est, aussi âgée, si elle a une pathologie, si physiquement, c'est pas forcément possible, une maladie invisible et cetera. OK, donc ouais, pour bien comprendre, c'est toi tu fais pas juste le plan en disant: «Faut faire ça, ça, ça». C'est toi qui fais aussi du coup, «le rangement» entre guillemets, qui met en place dans la maison? Oui. Alors, on fait jamais à la place d'eux, on le fait le plus souvent avec les clients, bah, parce que moi, je ne jette rien, donc c'est eux qui décident évidemment, ce qui doit être conservé. Je les accompagne avec une méthodologie simple pour que les choix soient beaucoup plus fluides, en fait et qu'on gagne du temps parce que, bah, voilà, on est tous dans une vie assez, speed et l'idée, c'est ça, c'est de pas se retrouver débordé, quand on fait ce travail-là tout seul. Hem et oui, en effet, on est sur un travail entre guillemets «à 4 mains». Je pense que c'est un bon équilibre et puis si les personnes physiquement sont pas en capacité de le faire, voilà, elles me guident et moi je donne des instructions, des idées. Voilà, c'est je pense un échange permanent, parce qu'il faut vraiment s'adapter aussi à la personne qui vit dans les lieux. C'est pas moi qui vais y rester au quotidien, donc voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit fluide pour la personne, qui soit simple et qui tienne dans le temps. Moi, mais après, rien n'est immuable, hein. S'il y a des choses qui fonctionnent pas, évidemment, voilà, on essaye, on ajuste et puis voilà, je pose beaucoup de questions pour savoir si, la personne dans son quotidien, elle va pouvoir, le conserver, le mettre en place et l'idée, voilà, c'est pas d'avoir une maison témoin, c'est d'avoir une maison pratique et facile à ranger. Dans quelle zone est-ce que tu interviens? Alors moi, j'interviens, sur le secteur des Yvelines, voilà, autour de mon domicile. J'interviens aussi beaucoup dans le 91 en Essonne parce que, voilà, j'ai mes parents qui habitaient là-bas, donc j'ai beaucoup de contacts et c'est aussi un secteur que je connais bien. Hem et après, j'interviens aussi parfois sur Paris, j'ai des clientes, aussi, qui sont dans ce secteur-là, ouais. OK, et par exemple, ça t'est déjà arrivé d'avoir des clients, qui, font appel à tes services et ils te rappellent 6 mois, 1 an après en disant: «Bon, c'était super, mais j'ai refait n'importe quoi. Est-ce que tu peux revenir, me donner un coup de main?» Oui, ça arrive.
parce que souvent, on peut se retrouver, bah, des fois avoir, toute une maison à ranger. Donc, on avance petit à petit. Il y a souvent des clientes que je suis sur une année, parce que, bah, il y a beaucoup à faire, on s'attaque à chaque fois aux pièces importantes et puis on va aller sur des pièces de stockage et cetera. Et oui, c'est une réalité, nos intérieurs sont extrêmement encombrés et parfois, quelques missions ne suffisent pas. Donc, j'ai souvent des interventions, sur, voilà, sur un suivi, régulier et c'est aussi vrai que, une fois qu'on a créé ce lien avec les clients, ce lien de confiance, bah, on est amené à retravailler avec eux à plusieurs reprises. On rentre dans l'intimité des gens et moi c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est vraiment de créer ce lien, c'est pour ça que je me déplace, qu'on en parle et d'être aussi à l'écoute parce que clairement, on n'est pas que dans le rangement, on est aussi dans une thérapie par le rangement et c'est ça qui est super parce qu'on voit nos clients avancer et se libérer et demander, d'aller toujours plus loin aussi dans le désencombrement et dans l'allègement. C'est très bien que tu me parles de thérapie, parce que je voulais te demander le lien que tu faisais entre désencombrement, charge mentale et clarté d'esprit. Quand on intervient, chez un client, et quand je fais la visite diagnostique, j'aime aussi comprendre un petit peu l'histoire et l'origine de l'encombrement. Donc on va avoir différents profils, mais c'est vrai que inévitablement, derrière chaque encombrement, il y a une histoire, quelque chose qui a déclenché, bah, cette surcharge d'objets. Donc ça peut être, bah, un manque de temps, une période, compliquée, voilà, on une naissance, un moment de vie en tout cas, qui peut un peu tout chambouler et qui fait qu'on se laisse un peu submerger. Donc pour la plupart, j'ai souvent affaire à des personnes, qui sont, qui sont qui ont eu un moment, un déclic, qui se sont dit: «Je peux plus, continuer dans ces conditions, j'ai besoin, d'aller mieux, j'ai besoin de me sentir mieux chez moi» et c'est à ce moment-là qu'ils font appel à un professionnel. Après, on a aussi des pathologies, telles que le syndrome de l'accumulation ou les syndromes de Diogène. Donc là, en tant que professionnel, là aussi, on est censé détecter, ces pathologies-là. Donc il faut absolument parler avec notre client, comprendre, comprendre ce qui se passe. Récemment, j'ai fait une mission avec une cliente, donc sur une pathologie de syndrome de l'accumulation et on aurait pu croire, compte tenu de l'encombrement qui se faisait dès la porte d'entrée, en fait, on avait une masse d'objets, on ne pouvait pas marcher sur le sol. On pouvait assimiler ça à un Diogène et là, ça a été important de discuter, et de comprendre qu'en fait, elle avait un autre logement qui n'était pas du tout dans cet état et il y avait en fait, un choc émotionnel qui était à l'origine de cet encombrement et ça, c'est aussi mon rôle, c'est de le détecter, de discuter et de comprendre, bah, comment, avec le rangement, dans notre accompagnement, passer au-delà de ce choc, remettre en place des routines, des petites astuces simples pour que la personne, sorte aussi, de cette période compliquée. Voilà avec un intérieur qui la soutient, plutôt quelque chose qui l'épuise au quotidien. Et puis voilà, de faire cette thérapie petit à petit, et c'est ça qui est super intéressant parce que nous, en tant que professionnels, on voit aussi nos clients, changer en fait, au fil de l'eau. Et bon, avoir des déclics en fait, c'est ça qui est top. Tu nous as parlé d'accumulation et de syndrome de Diogène. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont ces deux choses et la différence entre les deux? Alors le syndrome de Diogène, c'est une forme un petit peu plus sévère, donc liée à une accumulation massive d'objets et aussi une négligence de l'hygiène. Alors que le syndrome, d'accumulation, appelé aussi la silogomanie, c'est un trouble de l'accumulation, donc on a aussi beaucoup d'objets. On a, une personne qui a du mal à se séparer des objets et souvent, cette accumulation est liée à un choc émotionnel, important.
OK, toi, tu as déjà fait des sur du Diogène, déjà, tu es déjà intervenu ou pas du tout? Alors non, en général, je ne fais pas ce type de trouble, parce que c'est un syndrome qui doit être, géré par des professionnels formés. C'est important parce que, voilà, ça peut être très perturbant pour une personne qui a le syndrome de Diogène de tout voir partir. Donc, je préfère laisser ça aux professionnels. Il y en a beaucoup, qui s'occupent de ce genre de cas. OK, parce que tout à l'heure, tu nous parlais de déclic chez certains clients. Là, sur ce syndrome-là de Diogène, il y a pas vraiment de déclic, si ce n'est une longue thérapie de plusieurs années, avec des professionnels. Exactement et souvent, bien souvent, ils sont obligés, par, voilà, les personnes qui les logent, ils se retrouvent dans l'obligation de faire quelque chose et ils en ont pas forcément l'envie non plus, et donc on les met un petit peu, bah, sur le fait accompli, on vide leur logement et bien souvent, ils le remplissent assez vite. Alors les déclics, en fait, c'est vraiment ce qui donne tout son sens à mon métier. On a des déclics silencieux, on a des personnes qui changent petit à petit et on en a, certains qui sont assez, visibles et je pense notamment à une mission que j'ai faite il y a pas très longtemps, sur une mission, papier où, j'ai accompagné ma cliente à vraiment, remettre de l'ordre dans tout son administratif. Elle s'était retrouvée un petit peu submergée au décès de ses parents et elle a fait, presque une phobie administrative, à ne plus, s'occuper, de rien du tout, au point qu'elle était souvent, saisie sur son salaire. Et en fait, en remettant de l'ordre, vraiment, avec bienveillance, voilà, avec une bonne humeur et voilà, une belle énergie, on a, ressorti pas mal de papiers importants et on a fait un petit peu le point de tous les relances, les frais de relance qu'elle pouvait accumuler et payer, à force de, bah, de ne pas s'occuper de ses papiers, de payer en retard. Et on s'est retrouvé avec une taxe foncière qui avait été prélevée à tort, sur son salaire. Donc elle a pu récupérer, une coquette somme, de 1 000 €, et ça a été pour elle un vrai déclic. Quand on s'est vu sur notre mission suivante, elle m'a dit que vraiment, elle s'était rendue compte qu'elle, pouvait plus procrastiner et elle a vraiment pris conscience en fait de l'argent qu'elle perdait en réalité à repousser toujours cette tâche au lendemain, et à pas s'en occuper. Et elle m'a dit que vraiment c'était quelque chose qu'elle voulait plus, c'était un engrenage dans lequel elle voulait plus, rentrer. Donc là, c'est un vrai exemple pour moi, du fait que le rangement, n'est pas forcément toujours quelque chose d'esthétique, et de visuel. Là, on est vraiment dans un cas concret où le rangement a vraiment, fait changer, la manière de fonctionner de ma cliente. OK, et c'est hyper intéressant, je trouve, et par exemple, tu peux nous expliquer, cette cliente, elle a son problème, heu, alors on part du principe qu'elle sait pas ce que c'est une home organizer. Est-ce qu'elle fait des recherches sur internet? Est-ce que, par exemple, toi, tu es en contact avec, je sais pas, des assistantes sociales qui peuvent conseiller tes services à certaines personnes? Comment, cette cliente, elle arrive jusqu'à toi? Alors, notre métier commence à être un petit peu plus, médiatisé et connu, grâce aux émissions et cetera. Mais, pour la plupart, malheureusement, on n'est pas redirigé, forcément toujours par vers une professionnelle de l'organisation et mes clientes, elles font souvent leurs recherches toutes seules, sur internet. Donc, je suis plutôt bien référencée par mon site, sur mon secteur et par les moteurs de recherche et cetera. Mais, je peux constater que, c'est toujours un petit peu difficile pour eux de faire cette démarche et d'aller chercher en autonomie. On vise à avoir des partenariats pour accompagner les aidants, les gens, qui se retrouvent en difficulté, souvent après un décès, parce qu'il y a tellement de choses à gérer que ça devrait pour moi être prévu dans une gestion, voilà en cas de comment on appelle ça? De post-décès, on va dire, l'idée c'est d'avoir un petit package pour aussi se sentir soutenu dans ces moments-là, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à s'occuper, notamment des papiers, parce qu'en France, on est vraiment très administratif et voilà, ça devrait pas passer au premier plan et je comprends tout à fait que les personnes, lâchent, sur, ce qui est pas important et se concentrent aussi sur leur santé mentale dans ces moments-là, quoi.
Ce serait quoi le premier conseil que tu donnerais à une personne qui se sent vraiment dépassée par le désordre? Alors l'idée, c'est de commencer petit, heu, sinon il y a un risque de se laisser complètement déborder. J'ai déjà des clientes qui m'ont appelée en voulant commencer sans moi et en me disant: «Au secours, tout est sorti, c'est la catastrophe, je sais plus par quoi commencer». Il faut commencer petit, par un tiroir, une zone de son placard. Souvent, moi j'aime bien commencer par les pièces, de vie, les chambres, les zones qui rechargent aussi. Voilà, quand il y a un endroit dans notre chambre où on se dit à chaque fois qu'on passe devant: «C'est pas possible là, je veux plus passer sur cette zone, je peux plus la voir». Voilà, l'idée c'est de commencer, sur une petite zone, prendre son temps, se caler un moment et puis avancer pas à pas, et surtout ne pas commencer par les objets émotionnels. Ça, c'est très important. Il faut vraiment commencer par des choses qui sont sans affect. Ça peut être, voilà, la zone médicaments, voilà, un placard avec les cosmétiques, voilà, vaut mieux commencer par ce type d'objet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend la plus fière dans ton parcours entrepreneurial? Alors, qu'est-ce qui me rend la plus fière? Bah, je suis déjà assez fière, dans ce parcours d'être arrivée à cette décision de me consacrer 100 à mon activité. Pour beaucoup, c'était un choc de me lancer comme ça, à 100. Hem Et ce qui me rend également le plus fière, c'est, d'avoir accompagné autant de personnes, heu et de les avoir aidées. Pour moi, ça a été, bah, de réussir mes missions, de montrer aux gens que le rangement, c'est un pilier et c'est important, voilà, dans son quotidien de de l'utiliser comme outil. Hem voilà, ça aide les gens à aller vers l'essentiel, à s'occuper des choses qui les importent, à se concentrer sur eux. Ça débloque énormément aussi de leviers dans leur vie. Ils rencontrent parfois, l'amour, ils décident de déménager, ça pour moi, ça a un vrai impact, et c'est vraiment ça qui me rend fière, aussi dans ces missions, depuis mon démarrage. Qu'est-ce que t'évoque la couleur orange? Bah, pour moi, elle m'évoque, bah, déjà, le côté transition. Un petit peu comme un feu rouge, ce petit moment où on est, en suspension, on regarde, on teste, et puis, aussi on se lance. Voilà, je pense que ça résume bien, un petit peu, mon ressenti et puis, bah, c'est aussi, ma couleur, hein, parce que je m'appelle Floranger donc comme un signe pour moi, c'est aussi, une couleur, qui est porteuse de chance. Parfait. Bah, merci beaucoup, d'être passé, dans le podcast. On met tous tes réseaux, dans la description. Donc OK. si on veut te contacter, pour tout type, de rangement en tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à contacter Florence directement. Merci à toi. Merci.